L'histoire débute avec un jeune garçon, Kazuya. Il tombe sur un voyou armé d'un couteau menaçant des jeunes filles. Kazuya le plaque au sol avec courage, mais il est malheureusement poignardé et succombe à ses blessures, mourant sur le coup. Il se réveille soudainement dans le corps d'un tout jeune garçon et se sent profondément confus en découvrant son propre reflet dans le miroir. Nous apprenons qu'il a été endormi pendant une semaine entière, alors sa mère, Sarah, vient le voir, pensant qu'il doit certainement avoir très faim, et elle ordonne à la servante, Sylvia, de lui apporter une bonne soupe chaude. Il le laisse seul dans la pièce, lui disant de se reposer tranquillement, et Kazuya réalise alors qu'il a été réincarné dans un tout autre monde. Il observe attentivement son environnement, cherchant à comprendre l'univers dans lequel il se trouve désormais. Sylvia arrive avec sa soupe, qu'elle lui donne à manger avec douceur, avant d'essayer de le mettre au lit. Sylvia répond patiemment à toutes ses questions, et il apprend ainsi qu'il est un petit garçon de 3 ans, nommé Karin. Il est le troisième fils d'un noble de très haut rang, nommé Garm, qui possède une armée puissante, protégeant le royaume d'Esfort contre les envahisseurs étrangers. Il est très excité en apprenant qu'il vit désormais dans un monde où les aventuriers utilisent épée et magie pour vaincre de redoutables monstres. Il désire ardemment apprendre la magie, mais Sylvia lui explique qu'il doit d'abord apprendre à écrire correctement. Il commence donc à étudier avec beaucoup d'applications, souhaitant s'intégrer pleinement à ce monde. Plus tard, sa famille est très surprise de découvrir qu'il sait déjà lire et écrire. Sa sœur Rain ajoute qu'il est même capable de faire des calculs complexes, alors il commence à penser qu'il est un véritable génie. Mais en réalité, il n'est qu'un lycéen coincé dans le corps d'un petit garçon de 3 ans. Il se demande pourquoi il s'intéresse soudainement tant aux études, car il semble être une personne totalement différente. Cain explique qu'il veut simplement apprendre absolument tout ce qu'il peut sur ce nouveau monde. Garm le soutient pleinement, affirmant que cela l'aidera à devenir une personne accomplie, et lui permet de lire des livres fascinants sur la magie et l'histoire. Sarah est ravie d'apprendre son intérêt pour la magie, mais il ne pense pas qu'il soit prêt pour cela pour le moment. Disant qu'il est bien trop jeune pour utiliser la magie, il devrait donc se contenter d'étudier les livres pour l'instant. Cependant, Cain réalise qu'il peut déjà utiliser la magie, mais il a énormément de mal à la contrôler parfaitement, et il s'efforce de le cacher à absolument tout le monde autour de lui. Rain comprend qu'il étudie le monde extérieur, alors elle lui enseigne la longue histoire de 300 ans du royaume, ainsi que les diverses races qui peuplent ce monde. Après 2 longues années, le jour du baptême de Cain est enfin arrivé. Il monte dans une élégante calèche pour se rendre au lieu de la cérémonie. Cain est très heureux de découvrir le monde extérieur, demandant à sa sœur de lui montrer ses statistiques après avoir accompli le rituel sacré. Alors Rain ouvre sa fenêtre de statue, et Cain apprend que Rain peut utiliser 3 types distincts de magie élémentaire. Sarah révèle que Rain a reçu une bénédiction de niveau 2 du dieu de la magie, ce qui est extrêmement utile car cela détermine la quantité de magie nécessaire pour activer un sort, et cela influence même les compétences. Ils expliquent que cette bénédiction peut atteindre le niveau 5 et qu'elle est accordée par l'un des 7 dieux piliers qu'ils vénèrent, faisant partie intégrante de la religion de leur royaume. Ils arrivent au lieu sacré où ils s'agenouillent humblement devant les imposantes statues des 7 dieux, et le prêtre commence la cérémonie, implorant les dieux de montrer à Cain le chemin qu'il doit suivre. Une lumière éclatante illumine toute la zone, et Cain est instantanément transporté dans le monde des dieux. Il est profondément choqué d'apprendre que les dieux de la création, l'attendaient Zénome, se depuis présente, longtemps pour tandis ce que jour Cain précis, s'interroge sur son étrange s'adressant apparence. à lui Mais sous le Zénome nom de étant un dieu, Kazuya. c'est parfaitement ce que Cain pense. La déesse de la mort et de la renaissance, Raim, révèle que sa mort fut totalement inattendue, car s'il n'était pas intervenu, le voyou aurait trébuché et aurait été capturé sans problème. Cela rend Cain très malheureux, car il a l'impression d'être mort pour absolument rien. Mais le dieu de la terre, ému par ses bonnes Raim actions s'excuse, car et Cain sa n'était grande pas censé se bonté, souvenir de ses vies l'a antérieures, à l'âge de réincarné 3 dans ans. ce tout Mais nouveau Cain lui monde. assure que tout va bien, car cela lui a permis d'écrire, d'utiliser la magie, et même de profiter pleinement de sa nouvelle vie avec sa nouvelle famille. La déesse de la magie prend Cain en grande affection, alors elle lui accorde sa précieuse bénédiction. Zénome fait de même, et le dieu de la guerre lui offre ses bénédictions, accompagné de ses compétences exceptionnelles en escrime et en arts martiaux. Le dieu de la technologie lui accorde également sa bénédiction, lui conseillant d'utiliser ses vastes connaissances de sa vie antérieure pour faire progresser ce monde. Le dieu du commerce lui confère les compétences de jugement et de boîte à objets, tandis que le dieu de la terre lui octroie des compétences uniques et très spéciales qu'il pourra utiliser à son retour. Zénome rit de bon cœur en renvoyant Cain, doté de la bénédiction de tous les dieux. Le prêtre déclare que c'est la toute première fois qu'il voit la statue briller d'une telle splendeur. Garm souhaite voir la fenêtre de statue de Cain, pensant qu'il a dû recevoir de multiples bénédictions, mais Cain ne veut absolument pas la leur montrer, car il craint que cela ne pose un sérieux problème. Alors il s'enfuit précipitamment, prétextant avoir mal au ventre. Il se cache pour vérifier sa fenêtre de statue et est profondément choqué de constater que toutes ses magies, bénédictions et compétences sont au niveau 10, le maximum absolu. Cain pensait que le niveau le plus élevé était de 5, alors il se demande ce que les dieux avaient bientôt bien en tête en lui accordant leur bénédiction. Il souhaite ardemment le cacher à tout le monde, mais il réalise que Zénome lui a conféré la capacité de dissimuler son statut à volonté. Après cela, nous le voyons à table avec sa famille.
où ils discutent de la lumière éclatante apparue lors de la cérémonie de baptême. Garm interroge Caïn sur son statut. Alors il le leur montre, pensant avoir déjà dissimulé ses véritables capacités, mais ils sont toujours profondément choqués par les chiffres, en particulier son score de magie, car même les mages les plus puissants du palais ne peuvent s'approcher de ce niveau incroyable. Garm affirme qu'avec de telles compétences, Caïn réussira brillamment, quel que soit le métier qu'il choisira. Il avertit Caïn de ne jamais, au grand jamais, dans sa chambre, se demandant ce qui est considéré comme des statistiques moyennes dans ce monde, car il aperçoit un livre sur la magie d'invocation, alors il sort discrètement pour tenter d'invoquer un animal tout doux, mais il finit par invoquer un puissant démon à la place. Il commence à attaquer sa sœur, qui passait justement par là, et Caïn tente d'attaquer le démon avec un sort de feu. Mais le démon s'agrippe à lui avec force, tandis qu'il utilise un sort de retour pour le renvoyer d'où il vient. Il tombe lourdement au sol et perd connaissance, mais il finit par reprendre conscience, et est très heureux de voir que sa sœur lui sourit, fière de ses actions. Plus tard, il est présenté à une foule immense lors de ses débuts officiels, où il révèle que son objectif principal est de devenir un aventurier et de protéger absolument tout le monde. Garm lui dit qu'il doit étudier davantage pour atteindre son noble objectif, et il arrange la venue d'un tuteur pour l'aider. Nous le voyons lire tranquillement dans sa chambre, se demandant avec curiosité à quoi ressemblera son nouveau tuteur. Ses tuteurs arrivent enfin. L'une des tutrices, Millie, se présente avec une certaine nervosité, tandis que l'autre, Nina, fait une introduction très brève et directe. Millie lui dit de ne pas être impolie envers les nobles, mais Caïn leur assure qu'ils n'ont pas besoin d'être aussi formels en lui parlant, puisqu'ils sont ses tuteurs, ce qui les soulage grandement. Garm souhaite qu'ils enseignent à Caïn pendant 3 longues années, et il commence immédiatement son entraînement intensif. Il se dirige vers les terrains d'entraînement, où Millie lui demande d'essayer quelques coups d'épée, mais elle est profondément choquée par son incroyable habileté. Nina commente qu'il pourrait être bien meilleur que Millie, ce qui la contrarie énormément. Alors elle défie Caïn dans un combat simulé. Caïn fonce sur elle avec détermination, et elle a beaucoup de mal à bloquer ses attaques rapides. Nina demande à Caïn s'il a reçu la bénédiction du dieu de la guerre, et il l'admet tout en poursuivant son combat acharné. Millie recule, affirmant qu'elle ne pourra pas tenir le rythme s'il continue à cette allure. Il devrait donc commencer à apprendre la magie avec Nina. Nina révèle qu'elle possède une bénédiction de niveau 3 du dieu de la magie, et elle souhaite commencer par enseigner les bases. Mais Caïn lui assure qu'il connaît déjà les fondamentaux, démontrant quelques sorts de magie de niveau débutant, pour prouver son affirmation. Cependant, Nina lui explique qu'il vient d'utiliser de la magie sans incantation, alors qu'il faut un entraînement intensif juste pour raccourcir les formules. Elle en conclut donc qu'il est un véritable génie. Millie souligne qu'il a même utilisé tous les éléments, ce que Nina juge impossible, car personne dans ce monde ne peut utiliser tous les éléments avec une telle efficacité. Caïn admet qu'il possède également la bénédiction de la déesse de la magie, ce qui impressionne énormément ses tutrices. Ces tutrices sont stupéfaites lorsqu'il leur offre une serviette sortie de sa boîte à objets. Elles réalisent qu'un souhait que Caïn est tout simplement trop incroyable et qu'elles ne peuvent plus l'enseigner à l'intérieur du manoir, car il pourrait finir par détruire la demeure avec ses pouvoirs démesurés. Elles se rendent auprès de Garm, lui expliquant la situation et lui demandant sa permission d'entraîner Caïn en dehors du manoir. Le lendemain, il quitte par la demeure et Nina lui demande d'utiliser une magie de niveau intermédiaire sur un rocher. Il lance alors un sort de feu qui fait exploser la roche avec une force incroyable, projetant ses tutrices au loin et laissant derrière lui un immense cratère. Nina lui dit que le sort était bien au-delà du niveau intermédiaire, tandis que Millie se demande pourquoi il ne semble toujours pas fatigué, ce qui leur fait réaliser qu'il possède une quantité de magie absolument démesurée. Un lapin tueur apparaît soudainement, chargeant férocement vers Caïn, mais il esquive son attaque avec agilité et contre-attaque avec une puissante magie du vent. Il stocke les restes de la créature dans sa boîte à objets afin de pouvoir les montrer à sa famille lorsqu'il rentrera chez lui. Millie souhaite ardemment posséder un sac magique qui fonctionne exactement comme une boîte à objets, mais c'est malheureusement bien trop cher pour qu'elle puisse se le permettre. Nina utilise un sort de recherche pour trouver d'autres monstres à chasser, révélant ainsi la localisation précise des créatures proches. Caïn veut apprendre ce sort, alors Nina lui donne une brève explication détaillée à son sujet. Il l'essaie aussitôt, ce qui lui permet de détecter les créatures environnantes, ainsi que le type exact des créatures découvertes. Ils éliminent les créatures, mais un monstre parvient à se retirer dans la forêt, et Caïn se lance à sa poursuite. Millie l'arrête, lui expliquant que la forêt est remplie de monstres extrêmement puissants qui attaquent la ville toutes les quelques décennies, ce qui justifie pourquoi elle est si lourdement fortifiée. Ce soir-là, Caïn réalise qu'il est déjà au niveau 8, et ce, parce qu'il possède une compétence spéciale qui lui confère 100 fois plus d'expérience. Il blâme alors les dieux de l'avoir rendu bien trop puissant, presque invincible. Ils se rendent à la guilde pour chercher une quête, mais ils tombent sur un homme très costaud et arrogant qui les méprise, les considérant comme de simples aventuriers de Randé. Il leur demande si leur mission est de faire du babysitting, puisqu'ils passent tout leur temps avec un enfant. Il ordonne à Millie de lui servir un verre, mais Millie refuse catégoriquement. Nina lui explique alors qu'elles sont en service. Cela le met très en colère, alors il s'agrippe violemment à Nina, tandis que ses compagnons retiennent Millie avec force. Caïn gifle la main de l'homme, le faisant tomber lourdement au sol, où il se tord de douleur. L'homme tente de riposter avec fureur,
mais il n'est absolument pas de taille face à Caïn. Alors il dégaine son épée, attaquant sans relâche Caïn, qui esquive facilement toutes ses attaques. Caïn attrape son épée avec seulement 2 doigts et le projette violemment à l'extérieur. Ses compagnons menacent d'Otchain de tuer Millie, mais Caïn fonce sur eux, les jetant dehors avec la même facilité. Ses tutrices le remercient chaleureusement, et Millie est surprise qu'il soit également si doué en arts martiaux. Mais il prétend qu'il a simplement étudié cela dans quelques livres. Ils retournent dans la forêt, où ils poursuivent leur entraînement intensif. Après 3 longues années, le contrat de ses tutrices est sur le point de prendre fin. Il souhaite les remercier sincèrement pour leur gentillesse, et se souvient que Millie désirait un sac magique. Alors il se rend dans la forêt pour chercher les matériaux rares nécessaires à la fabrication de ce sac. Il vainc aisément les puissants monstres de la forêt, mais un garde aperçoit les immenses piliers de feu qu'il a utilisés, et pense que les monstres se préparent à attaquer la ville une fois de plus. Le garde donne l'alarme, alors Garm se dirige vers la forêt avec ses soldats. Mais au lieu de voir des monstres, ils découvrent un cratère gigantesque. Caïn achève la dernière partie de son entraînement et leur offre les sacs magiques qu'il a confectionnés lui-même. Il leur raconte les monstres qu'il a vaincus, et nous apprenons qu'il aurait normalement fallu un groupe d'aventuriers de rang A pour une telle tâche, mais il l'a accompli seul, avec une facilité déconcertante. Caïn leur explique que ces sacs magiques pourraient les contenir un manoir entier et que seules elles peuvent les conserver. Mais elles lui répondent que ce serait considéré comme un objet bien au-delà du niveau d'un trésor national. Malgré tout, ils se disent au revoir, affirmant avoir tous passé un excellent moment durant cette expérience unique. 2 années plus tard, Caïn a maintenant 10 ans, et il se dirige vers la capitale royale pour les débuts officiels de Caïn, un événement obligatoire pour tous les fils de nobles. Son père lui explique que leur voyage durera une semaine entière si aucun monstre ne vient entraver leur chemin. Caïn utilise sa capacité de recherche pour détecter toute menace proche et informe son père que des personnes sont attaquées par des monstres à 3 km devant eux. Garm ordonne à ses hommes d'accélérer l'allure, mais Caïn sait qu'ils n'arriveront pas à temps pour sauver ses gens. Alors il saute de la calèche et utilise un sort d'accélération pour courir en avant. Pendant ce temps, les monstres sont sur le point d'anéantir les gens, et un soldat tente désespérément de protéger la calèche royale. Un monstre s'approche dangereusement de la calèche, mais Caïn apparaît soudainement, tuant les monstres avec une facilité déconcertante et vainquant le général avec son épée de feu. Il s'assure que tout le monde va bien, se présentant comme le fils de Garm et utilisant un sort de guérison pour aider les soldats à se rétablir. Mais certains des soldats n'ont malheureusement pas survécu, alors il stocke leur corps dans sa boîte à objets, avec respect. À ce moment précis, Garm arrive, désireux d'apporter son aide, mais il réalise que le combat est déjà terminé. La porte de la calèche royale s'ouvre alors, révélant 2 jeunes filles, la princesse Telestia et mademoiselle Silk, la fille du duc. Ils se présentent aux jeunes dames, et la princesse s'effondre, submergée par le stress intense. Caïn lance un sort apaisant pour les aider à se détendre, allégeant ainsi leur cœur. Les jeunes filles remercient chaleureusement Caïn de les avoir sauvées, révélant qu'elles l'ont vu combattre depuis la fenêtre de leur calèche. Elles commencent à se disputer pour lui, et Silk lui demande ce qu'il a amené ici. Il explique alors qu'ils se rendent à la capitale royale pour ses débuts officiels. Les jeunes filles révèlent qu'elles aussi feront leur début, et elles souhaitent ardemment que Caïn voyage en leur compagnie. Pendant leur voyage, il est assis entre les 2 jeunes filles dans la calèche royale. Il ne se sent absolument pas à l'aise dans cette position délicate, alors il souhaite changer de place, mais les filles refusent catégoriquement de le laisser partir. Ils arrivent d'enfin dans une ville où les jeunes filles veulent que Caïn passe la nuit avec elles, car elles se sentent bien plus en sécurité en sa présence. Garm leur demande de reconsidérer leur décision, car il serait tout à fait inapproprié pour des garçons et des filles de partager la même chambre. Mais les jeunes filles lui expliquent qu'elles sont encore profondément traumatisées par la dernière attaque, et qu'elles veulent absolument que Caïn les protège. Caïn est contraint de partager la chambre avec elles, mais il accepte à la condition expresse que la pièce soit immense. Ils se rendent dans leur chambre, mais Caïn réalise que les lits sont bien trop proches les uns des autres. Les jeunes filles veulent que Caïn dorme au milieu, alors qu'elles rapprochent encore plus les lits. Les jeunes filles se rapprochent de lui, prétendant qu'elles ont très peur, et Caïn devient bien trop nerveux pour réussir à s'endormir. Cela dure plusieurs nuits, rendant Caïn privé de sommeil, alors qu'ils arrivent enfin à la capitale royale. Lorsqu'ils descendent de leur calèche, ils sont accueillis par le vice-capitaine nommé Gazar, qui remercie chaleureusement Caïn d'avoir sauvé les jeunes filles et ses hommes. Caïn retire les restes des gardes tombés au combat de sa boîte à objets, souhaitant que chacun reconnaisse qu'ils ont courageusement lutté contre les orques pour protéger les jeunes filles. Le roi est sur le point de partir, mais Gazar le retient, lui annonçant qu'il aura une audience privée avec sa majesté le roi. Gazar le conduit jusqu'à la salle du trône, où il rencontre le souverain, il lui rend ses respects, et le roi raconte à toute l'assemblée comment il a sauvé la calèche en vainquant le groupe d'orques féroces. Le roi reconnaît ses exploits héroïques, affirmant que les jeunes filles n'auraient jamais survécu sans lui. Il nomme donc Caïn baron, lui offrant son propre manoir. Un noble, nommé Corgino, s'exprime, déclarant que Caïn est bien trop jeune pour être baron, mais le roi souligne qu'il n'a pas pu accomplir les mêmes prouesses que Caïn, alors Corgino se retire, penaud. Caïn accepte à contre-cœur le titre de baron, et le roi conclut l'audience, lui demandant de se rendre en coulisses. Nous voyons Caïn dans une pièce avec son père, qui commente que Caïn est le tout premier de ses fils à être ainsi promu à un tel rang.
le roi les rejoint, s'inclinant profondément devant Caïn, le remerciant chaleureusement d'avoir sauvé sa précieuse fille. Caïn n'est absolument pas à l'aise de les voir dans une telle position, leur demandant de relever la tête, mais le roi ressentait le besoin impérieux de remercier Caïn en tant que père. Le roi lui explique que, puisqu'il excelle à la fois en magie et à l'épée, et qu'il possède même la bénédiction des dieux, le royaume ne peut absolument pas laisser un enfant aussi talentueux à lui-même. C'est pourquoi il lui est accordé le titre de baron, et on lui demande même d'épouser la princesse Télestia, tandis que le duc souhaite également qu'il épouse sa propre fille. Caïn est sous le choc, mais les jeunes filles sont ravies, car le roi explique qu'il sera désormais fiancé aux 2 jeunes femmes, sous prétexte qu'il a dormi avec elles. Mais nous apprenons que tout cela faisait partie de leur plan astucieux pour retenir Caïn au sein du royaume. Il continue de faire pression sur Caïn, et il finit par accepter d'épouser leur fille. Nous voyons Caïn dans l'église de la capitale, où il prie ardemment les dieux, leur demandant de lui permettre d'entrer à nouveau dans leur monde divin. Il interroge les dieux sur ses statistiques, et Zénom admet que ses stats sont absolument démentielles. Il est donc probablement l'être humain le plus puissant de tout le monde, lui demandant s'il souhaite devenir un demi-dieu. Cependant, il prévient Caïn qu'il y a des limites à ce qu'il peut accomplir seul, l'avertissant de ne surtout pas tester ses limites. Zénom lui dit qu'il n'y a pas beaucoup de divertissement dans son monde actuel, alors il lui suggère d'utiliser ses vastes connaissances de sa vie antérieure pour créer quelque chose de nouveau. Caïn réfléchit à introduire un objet qui n'existe absolument pas dans ce monde, et Zénom approuve pleinement son idée ingénieuse. Caïn retourne dans son monde, et il y rencontre une jeune fille chat, nommée Parma, qui lui explique qu'elle est en apprentissage dans la boutique de son oncle Timony. Caïn visite la boutique, commentant la très grande variété de marchandises qu'il propose. Il parle à Timanis de l'objet qu'il a en tête, le dessine avec précision, et lui explique tous les détails. Timanis apprécie énormément le concept, et il pense qu'il pourrait le produire à un prix très abordable, accessible à tous. Caïn souhaite voir un prototype, lui donnant une pièce d'or pour couvrir les dépenses initiales et expliquant à Timanis qu'il peut considérer cela comme un investissement initial. Timanis accepte la tâche avec enthousiasme et assure à Caïn qu'il fera de son mieux avec tout son cœur. Après un certain temps, Timanis lui montre le prototype. Caïn trouve qu'il a l'air excellent et il joue à un jeu avec Parma pour démontrer comment le jeu se déroule. Timanis est très excité, pensant que le jeu va certainement connaître un succès retentissant. Caïn suggère qu'il devrait créer une version différente, plus luxueuse pour les nobles, car il est absolument certain que l'aristocratie voudrait une édition plus raffinée. Caïn souhaite qu'il produise le produit en masse, lui fournissant les fonds nécessaires pour y parvenir. Timanis est stupéfait, s'inclinant profondément devant Caïn alors qu'il promet de faire de son mieux avec toute sa détermination. Ils apportent leur échantillon à l'hôtel, jurant devant le dieu du commerce qu'ils respecteront leur part du contrat, ce qui fait disparaître le prototype, signe qu'il est accepté. En conséquence, personne d'autre ne pourra produire le même produit pendant 3 longues années. Caïn souhaite qu'ils commencent à vendre le produit dès le mois prochain, demandant à Timonis de préparer une version extravagante et unique pour la famille royale. Après cela, il rentre chez lui et il est informé que les débuts officiels sont sur le point de commencer. Alors il se dépêche de se préparer et part avec ses parents. Garm sait que Caïn attirera beaucoup d'attention, car il est récemment devenu baron, alors il avertit son fils de se méfier des parents désireux de lui présenter leur fille. Ils arrivent au lieu de la cérémonie où la famille royale fait son apparition solennelle, le roi prononce un discours inspirant sur la prochaine génération, et Caïn se rend auprès du roi avec sa famille, puis il présente le jeu innovant qu'il a développé en collaboration avec Timanis. Le roi est très intéressé et souhaite lui parler plus longuement après la cérémonie. Garm n'était absolument pas au courant du développement de ce jeu, et Caïn explique qu'il doit trouver d'autres sources de revenus pour l'aider à entretenir le manoir, qui est très coûteux. Ses parents s'en vont, lui disant d'interagir avec les autres enfants présents. Caïn s'assied avec Silk, qui montre clairement son intérêt pour lui en commençant à le taquiner gentiment. Mais Habit, le fils de Corgino, les interrompt, faisant un compliment à Silk et s'attendant à ce qu'elle lui rende l'appareil, mais Silk se contente de le saluer silencieusement. L'un des amis de Habit exige que Caïn montre son respect à Habit, alors il se lève pour saluer Habit, se présentant comme le baron Caïn. Mais il pense qu'il n'est qu'un simple fils de baron, et il commence alors à le mépriser, ouvertement. Habit pense que Caïn vient d'une famille pauvre car il n'a même pas mentionné son nom de famille, et il menace de le faire tabasser par ses amis s'il ne s'excuse pas de son impolitesse. Mais Caïn dit à Habit que c'est lui qui est impoli, alors ils sortent où Habit veut se battre avec lui. Habit révèle que ses amis ont la bénédiction divine, et qu'ils peuvent même utiliser la magie. Le premier s'avance, et il essaye de faire son numéro, conjurant une boule de feu vraiment faible que Caïn esquive sans difficulté. L'autre essaie aussi de faire le malin, mais il ne lance que de faibles projectiles rocheux. Ils sont sur le point d'attaquer à nouveau, mais Silk s'agace, alors elle leur dit que Caïn n'est pas le fils d'un baron, mais le baron lui-même, leur racontant ses exploits impressionnants. Elle leur ordonne de s'incliner puisqu'il est leur supérieur, et ils obéissent, implorant son pardon en quittant les lieux. Silk réalise que Caïn a un côté sombre, car il a laissé la situation s'éterniser pour rendre les choses plus intéressantes, même s'il savait que les enfants se trompaient.
mais elle promet de garder le secret pour Téléchat si Kane accepte de sortir avec elle. À ce moment-là, Téléchat arrive, voulant savoir ce qui s'est passé, mais Silk lui dit simplement qu'ils vont avoir un rendez-vous galant. Téléchat devient jalouse, alors Kane lui dit qu'il ira aussi à un rendez-vous avec elle. Le roi les interrompt, convoquant Kane pour leur réunion, où ils jouent au jeu que Kane a développé. Le roi apprécie le jeu, voulant le garder exclusivement entre eux, mais Kane révèle qu'il sera bientôt mis à la disposition du public. Le duc est également présent, et ils en profitent pour lui rappeler que ses fiançailles avec leur fille sont un secret, lui disant d'être prudent lors de son rendez-vous. Le lendemain, Kane reçoit l'acte de propriété et la clé de son nouveau manoir. Il va le visiter, mais quand il arrive, il le trouve complètement délabré. En entrant, les lumières ne fonctionnent pas, alors il utilise sa magie pour éclairer le chemin. Il inspecte les pièces, mais constate que tout est sale, et que toutes les pièces sont vides. Mais cela ne le dérange pas, car il utilise sa magie pour réparer et nettoyer instantanément tout le manoir. Il répare toutes les pièces, et le manoir est comme neuf. Il reçoit une visite, et il s'avère que c'est sa femme de chambre, Sylvia, qui est folle de joie de travailler à nouveau pour lui, et il rencontre son nouveau majordome qui se présente comme Colin. Sylvia est impatiente de commencer tout de suite, ordonnant aux autres femmes de chambre de commencer à nettoyer, mais elle constate que tout est absolument impeccable et Kane admet avoir tout nettoyé avec sa magie. Colin lui rappelle de retourner auprès de sa famille, et Kane se souvient que ses frères aînés rentrent à la maison pour une visite. Nous rencontrons ses frères, et ils sont impressionnés qu'il ait reçu un manoir et soit devenu baron si rapidement. Rhin veut visiter son manoir, mais ses frères la préviennent qu'il pourrait être hanté, puisque le manoir est si délabré. Mais Kane l'assure que tout ira bien. Ils vont visiter son manoir et sont choqués, car il n'est pas du tout délabré. Son père trouve cela étrange, car le manoir tombait en ruine la dernière fois qu'il l'a visité, mais il réalise que cela doit être l'œuvre de Kane. Ils sont impressionnés par toutes les pièces, mais son père dit qu'il manque de l'art. Kane se demande pourquoi il aurait besoin d'art, et Garm explique que les nobles en sont très friands, décorant leur manoir avec des choses comme des tableaux, des armures et même des monstres empaillés. En entendant cela, Kane décide d'exposer l'un de ces monstres. Sylvius crie soudainement, et il se demande ce qui se passe. Les femmes de chambre sont choquées en voyant un énorme dragon rouge, et Kane réalise qu'il a oublié de leur en parler. Son père exige une explication, et Kane dit que c'est juste un monstre qu'il a vaincu. Son père est choqué, se demandant quand il l'a vaincu, et Kane révèle que c'était quand il était dans la forêt, il y a quelque temps. Son père lui dit qu'un dragon rouge serait considéré comme un monstre de niveau calamité, et même des aventuriers de rang A ne pourraient pas le vaincre. Son père dit que le dragon rouge empaillé vaudrait 1000 pièces de platine, et Kane est choqué, pensant que cela vaudrait 100 000 milles de dollars. Ils entendent derrière soudain un autre cri, alors ils se précipitent pour voir ce qui se passe. Sa mère l'interroge sur les toilettes, car elles leur ont aspergé de l'eau, et c'était comme rien de ce qu'ils avaient jamais vécu auparavant. Kin explique qu'il a utilisé sa magie pour le faire jaillir de l'eau, et Rain lui demande d'en installer un chez eux. Garm les traite de dramatiques pour s'être affolés à cause de toilettes, mais ils lui disent de l'essayer lui-même. Alors il l'essaie et le trouve délicieux, changeant instantanément d'avis et en demandant un aussi. Son père lui dit que ses visiteurs apprécieront également l'expérience, et Quin se demande ce qu'il veut dire. Son père dit que lorsqu'un noble reçoit un manoir, c'est une règle qu'il doit organiser une fête de début, et Quin est choqué d'apprendre qu'il a un autre début. Plus tard cette nuit-là, il se demande ce qu'il va faire, mais Colin a préparé une liste de personnes qu'il doit inviter et des choses dont il aura besoin. En consultant la liste, il voit le nom de Corgino, et il se demande pourquoi il devrait l'inviter. Mais Colin dit que puisqu'il est un noble de haut rang, ce serait mal de ne pas l'inviter. Quin se demande pourquoi le roi n'est pas sur la liste, et Colin lui dit que seuls les nobles de haut rang sont autorisés à l'inviter. Il pense à préparer la nourriture et les boissons pour la fête, mais panique, car il doit aussi trouver un cadeau pour tous ses invités. Mais Sylvia lui donne quelques idées, et il crée un verre en utilisant sa magie. La plupart des gens sont habitués à n'utiliser que de la porcelaine, alors il décide de distribuer des verres à tous ses invités. Il passe ensuite à la préparation de la nourriture. Utilisant une recette de sa vie antérieure, il invente le steak de Hambourg, et Sylvia le trouve absolument délicieux. Elle essaie ensuite sa boisson, et elle est émerveillée par ses bulles pétillantes, se demandant ce que c'est, et Ken explique comment il a utilisé sa magie pour ajouter des bulles au vin ordinaire. Colin l'interrompt, disant à Ken qu'il est appelé par le roi. Au palais, le roi est en colère contre lui car il n'a jamais reçu d'invitation à sa fête, et nous apprenons que le duc l'a nargué
pour ne pas avoir eu d'invitation. Caïn trouve une excuse, disant qu'il voulait juste lui donner son invitation en personne et qu'il n'en a pas eu l'occasion jusqu'à présent. Le roi est fou de joie en entendant cela et Caïn est soulagé. Les invités de la fête arrivent et Caïn accueille tous ses convives. Le duc arrive avec Silk et ils sont émerveillés par le dragon rouge. Caïn remercie tous ses invités de l'avoir rejoint et il porte un toast. Tout le monde est émerveillé par la boisson et le duc commente à quel point le verre brille comme un trésor. Le roi arrive et il dit à tout le monde de simplement s'amuser. Il essaie le vin pétillant et le trouve absolument délicieux. On lui sert ensuite le steak de Hambourg et il le trouve riche et juteux et il y a même une surprise au fromage au milieu. La reine arrive en courant, se demandant ce qu'il en est de ses toilettes, les qualifiant de révolutionnaires et en exigeant une pour le palais. Le roi l'essaie lui-même et exige immédiatement de Caïn qu'il en installe un au palais. Le roi le complimente sur son hospitalité et tous les nobles l'applaudissent. Mais à ce moment-là, Colin lui dit que Corgino arrive. Corgino s'approche grossièrement, qualifiant la maison de petite, mais il est choqué quand il voit le dragon rouge. Il se dirige vers la salle à manger, regardant tout le monde de haut. On lui sert le vin pétillant, ce qu'il prend au dépourvu, mais il fait semblant de ne pas l'aimer. Il essaie ensuite le steak de Hambourg et le qualifie de dégoûtant, mais il ne peut s'empêcher de le manger. Il exige plus de sauce, l'arrachant des mains de Sylvia, et Ken est agacé par son comportement. Mais Colin lui dit qu'il ne devrait pas faire de scène. Mais Caïn a une idée, pensant que tout ira bien tant que ce n'est pas lui qui fait la scène. Caïn offre les verres à Corgino en cadeau, mais Corgino exige qu'il lui remette tous ses verres. Caïn s'excuse, disant que les verres sont son cadeau pour tout le monde, mais il dit qu'il a une plus grande surprise pour lui. Corgino s'enthousiasme, mais il s'avère que c'est le roi. Corgino est choqué de le voir là, et le roi lui dit que son comportement était inacceptable, alors qu'il devrait montrer l'exemple en tant que noble de haut rang. Corgino s'enfuit, et Silk trouve amusant la façon dont Caïn l'a piégé. Cependant, le roi réalise que Caïn l'a utilisé, et il finit par lui faire la leçon pendant des heures. Caïn visite la caserne, où il rencontre le vice-capitaine d'Izard. Il explique qu'on lui a dit qu'il pouvait y laisser ses matériaux de monstre, alors Gazar l'emmène à un entrepôt, où il peut laisser les matériaux. Cependant, Caïn dit que la pièce n'est pas assez grande, et Gazar pense qu'il doit avoir quelque chose d'énorme comme le dragon rouge de son manoir. Mais Caïn dit que ce n'est rien d'aussi impressionnant, disant que c'est juste un dragon de terre, mais Gazar est tout aussi choqué, disant qu'il faudrait toute une équipe d'aventuriers de rang A juste pour en vaincre un. Il se dirige vers la cour, et Caïn sort tous les monstres de sa boîte d'objets. Gazar n'arrive pas à croire combien il y a de monstres, mais ce ne sont vraiment que ces monstres de rang A, et il a secrètement encore des monstres de rang S dans sa boîte après que les dieux lui aient donné trop de pouvoir. Gazar se demande si Caïn est un héros ou un disciple des dieux, mais Caïn dit simplement qu'il est un garçon ordinaire, et Gazar décide de ne pas poser trop de questions. Il dit à Caïn qu'il faudra un certain temps pour évaluer tous les monstres, et Caïn dit qu'il peut revenir quand ils seront prêts. Alors qu'il s'apprête à partir, Gazar l'arrête, lui demandant d'aider à entraîner les chevaliers, et dit qu'il veut le présenter à son capitaine. Gazar présente Caïn au chevalier comme le héros qui a vaincu 30 orques pour sauver la princesse. Caïn se demande où est le capitaine, et Gazar dit que le capitaine arrivera probablement dès que les simulacres de bataille commenceront. Caïn imagine le capitaine comme un monstre effrayant, mais Gazar lui dit de ne pas s'inquiéter. Il décide de commencer le simulacre de bataille, mais l'un des chevaliers prend la parole, se sentant mal parce que Caïn n'est qu'un enfant. Alors Gazar dit au chevalier d'y aller en premier, le chevalier donne à Caïn le premier coup gratuitement, lui disant de lui montrer ce qu'il peut faire. Caïn utilise son sort d'accélération, fonçant sur lui et désarmant instantanément le chevalier. Le chevalier admet immédiatement sa défaite, et Caïn pense qu'il en a trop fait. Il essaie d'arrêter les choses, mais Gazar le retient, lui disant d'affronter tous les chevaliers à la fois. Mais le combat est arrêté alors que la capitaine Tafana surgit sur la scène. Elle se demande pourquoi ces chevaliers s'en prennent à un enfant, serrant Caïn dans ses bras, et lui disant que tout va bien se passer, pensant qu'il n'est qu'un enfant perdu qui s'est égaré. Elle exige une explication de Gazar, et il explique que Caïn est en fait le héros qui a vaincu 30 orques. En entendant cela, l'expression de Tafana change immédiatement alors qu'elle devient excitée de le rencontrer, et elle le défie en duel. Gazar lui dit de se présenter d'abord, mais elle dit qu'ils apprendront à se connaître avec leurs épées. Les chevaliers pensent que même Caïn n'a aucune chance parce que Tafana a le titre de maître d'épée.
Ils se préparent mal à se battre, mais Cain dit qu'il n'a qu'une épée en bois. Mais Tafana l'attaque quand même. Elle utilise sa compétence d'accélération, chargeant Cain, et les deux échangent des coups. Les chevaliers sont choqués de voir Cain tenir tête au capitaine. Les deux semblent être de force égale, mais Cain augmente encore sa vitesse, se plaçant derrière le capitaine et remportant le duel. Tafana devient émue par le résultat et décide immédiatement qu'elle l'épousera. Tout le monde est choqué et Cain dit que c'est trop tôt puisqu'il n'a que 10 ans et qu'il ne sait même rien d'elle. Alors Tafana se présente. En plus d'être la capitaine des chevaliers royaux, elle est vicomtesse honoraire et fille d'un duc de la forêt du Nord. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter de l'âge puisqu'elle est une elfe qui vivra au moins 300 ans, donc son apparence ne changera pas avant longtemps. Mais Cain pense que ce n'était pas le problème. Cain se cache derrière Dizar en disant que le mariage est une grande décision et qu'ils ne peuvent pas décider des choses seuls si facilement, d'autant plus qu'il est déjà fiancé à Télécha et Silk. Il implore l'aide de Gazar, mais celui-ci fait semblant de dormir. Tafana convient qu'ils ne peuvent pas décider des choses seuls. Alors elle dit à Gazar d'organiser une audience avec le roi, mais Cain pense que dire au roi serait une terrible idée, mais il n'a pas le choix et est entraîné avec eux. Ils ont une réunion avec le roi qui se demande pourquoi Cain est venu lui rendre visite. Tafana annonce qu'elle veut épouser Cain et le roi demande ce qui s'est passé. Cain explique qu'il a battu Tafana en duel et que c'est ce qui l'a amené à le demander en mariage. Le roi lui demande s'il lui a parlé de ses autres fiançailles, mais Cain dit qu'il n'a pas pu, car cela doit rester un secret. Le roi explique que les elfes étaient autrefois kidnappés et réduits en esclavage pour leur beauté, mais leur premier roi a changé les choses et a fait la paix avec les elfes. La nation elfe a été accueillie et placée sous la protection du royaume, et il révèle que Tafana est essentiellement leur princesse. Le roi dit à Tafana que Cain est déjà fiancé à Télécha et Silk. Elle semble déçue d'apprendre cela, mais alors qu'il commence à s'excuser, Tafana dit que cela ne fait que la désirer encore plus. Le roi reconnaît ses sentiments, mais lui dit qu'elle doit écrire une lettre à son père pour obtenir sa permission. Tafana part écrire sa lettre, mais entraîne Cain avec elle pour qu'ils puissent tenter de se battre encore un peu. Après leur départ, le roi est surpris que Cain ait pu battre Tafana, et il se demande comment il pouvait être si fort à un si jeune âge. Gazar mentionne la réaction de Cain quand il lui a demandé s'il était un disciple des dieux, et le Premier ministre pense qu'il devrait le tester en utilisant un certain livre. Quelques jours plus tard, Cain est épuisé, et il rencontre à nouveau Gazar, qui lui demande pourquoi il a l'air si fatigué. Cain explique que Tafana l'a forcé à d'innombrables rendez-vous, qui ne sont en réalité que des combats entre eux deux. Gazar le remercie d'avoir aidé Tafana à devenir plus forte, et Cain révèle qu'il a également obtenu le titre de maître d'épée. Ils entendent soudain la voix de Tafana, et Cain essaie de s'enfuir, mais Gazar l'entraîne en disant que le roi veut le voir. Cain pense qu'il est en difficulté, mais le roi lui montre un livre qui contient de la magie de niveau empereur, transmise dans la famille royale, et qui aurait été écrit par le premier roi. Le roi le consulte et est étonné de voir qu'il existe un autre niveau de magie. Mais le roi révèle que personne n'est capable de lire le livre car il est en fait écrit en japonais. Cain réalise qu'il a fait une erreur, pensant que le premier roi devait aussi être quelqu'un qui avait été réincarné du Japon. Le roi s'interroge sur l'identité de Cain, et il réalise qu'il ne peut plus cacher la vérité, alors il explique comment il a été réincarné avec les souvenirs de sa vie antérieure. Gorm se demande s'il est vraiment son fils et Cain affirme que oui parce que les dieux lui ont dit que c'était le cas. Tout le monde est choqué d'apprendre qu'il a rencontré les dieux, et il se souvient comment il a rencontré les 7 dieux lors de son baptême. Le roi n'arrive pas à croire qu'il ait rencontré les 7 dieux et il lui demande de montrer son statut. Cain ouvre sa véritable fenêtre de statut, choquant tout le monde en voyant ses bénédictions de niveau 10 et son titre d'élu de Dieu. Le roi pense qu'avec son titre d'élu de Dieu, tout le monde dans le monde s'inclinerait devant lui. Mais Cain ne veut pas que cela arrive, disant qu'il est heureux de la façon dont les choses se passent dans sa vie, avec les aventures qu'il a vécues et les gens qu'il a rencontrés, alors il veut qu'il le traite comme avant. Le roi accepte sa demande, mais plaisante en disant qu'il pourrait être roi s'il le voulait. Tafana interrompt la réunion, révélant la lettre de son père, acceptant de la laisser épouser Cain, alors elle attrape Cain et l'emmène, se dirigeant directement vers la cour. Pendant ce temps, le roi ordonne à tout le monde de garder secret ce qu'ils ont appris sur Cain, espérant qu'il continuera à protéger le pays ainsi que leur peuple. Plus tard, nous voyons Télécha et Silk, après qu'elles aient découvert ses fiançailles, avec Tafana. Elles sont d'abord en colère contre lui, mais elles parviennent à accepter la nouvelle.
et elles lui disent de ne pas accepter toutes les propositions qu'il recevra, se demandant avec combien de personnes elles devront le partager. Tafana fait irruption à sa recherche, voulant partager leur amour ensemble, et les filles se demandent ce qu'il a fait avec elle. Mais il est entraîné alors qu'il essaie de s'expliquer. Plus tard, Kain jette un autre coup d'œil au livre du premier roi, et il y a un message qui dit que s'il peut lire le livre, alors il doit aussi venir d'un autre monde. C'est donc un récit de sa propre expérience. Le roi est présenté comme Yuya Esfort, un homme qui est également mort dans un accident, mais il a été invoqué dans ce monde dans son corps d'origine. Kain est soudainement interrompu, alors que Telestia et Silk se demandent ce qu'il fabrique. Elles pensent qu'il doit étudier pour les examens d'entrée à l'académie, et elles demandent à étudier avec lui. Mais il leur dit qu'il est trop occupé, alors elles l'interrogent sur le lendemain. Mais il dit que c'est encore pire pour lui, et il s'enfuit rapidement. Cependant, il finit par tomber sur Tafana, qui lui demande de se battre avec elle le lendemain, mais il s'excuse auprès d'elle, et s'enfuit d'elle aussi. Le lendemain, il s'avère que c'est son 12e anniversaire, et il est enfin assez âgé pour s'inscrire comme aventurier, alors il se dirige directement vers la guilde. Il regarde autour de lui et est impressionné par la guilde de la capitale. Il rencontre un aventurier qui peut dire que c'est sa première fois, alors il lui rappelle de rester en sécurité, car il n'a qu'une seule vie. Alors qu'il s'éloigne, Kain a le sentiment de l'avoir déjà vu. Il s'approche du comptoir et la commis se présente comme Tia. Kain demande à s'inscrire comme aventurier et elle lui dit de remplir un formulaire. En le remplissant, il se demande s'il doit mentionner qu'il est baron, mais il décide de ne pas le faire, pensant que cela ne devrait pas faire de différence. Après l'avoir rempli, Tia lui dit de déposer une goutte de son sang sur le cristal afin qu'il puisse s'inscrire pour sa carte de guilde. Elle lui dit qu'il commence au rang G, et il pense à ses tuteurs qui ont mentionné qu'ils étaient au rang D. Alors que Tia lui explique les choses, des aventuriers l'interrompent, lui disant d'arrêter de perdre son temps avec un enfant. L'homme dit à Kain de rentrer chez sa mère en essayant de le frapper du pied, mais Kain esquive facilement. Son ami essaie aussi d'attaquer, mais Kain l'évite également. Il les ridiculise, et l'homme se prépare à tirer son épée. Mais les choses s'arrêtent lorsque l'aventurier aux cheveux roux de tout à l'heure apparaît, et l'homme le reconnaît comme Claude du groupe Flamme de Glace. Claude demande s'il veut se battre, et les hommes s'enfuient plus tôt. Kain remercie Claude pour son aide, et Claude peut dire qu'il est fort en voyant la façon dont il a évité les attaques des hommes. Ils prennent un verre ensemble, et Kain prend du jus puisqu'il est encore un enfant. Claude est intéressé par la façon dont il est si fort à un tel âge, et Kain lui dit qu'il a été éduqué quand il était plus jeune. Kain lui demande pourquoi les hommes ont mentionné Flamme de Glace, et Claude révèle que c'est le nom de son groupe, où il se bat avec une épée enflammée, et sa femme utilise la magie de glace. Il recommande à Kain de trouver un groupe afin qu'il puisse entreprendre des quêtes plus importantes et monter en rang plus rapidement, révélant sa carte d'or qui signifie qu'il est un aventurier de rang A. Kain est impressionné en voyant la carte, mais Claude dit qu'il y a de la marge pour s'améliorer, mentionnant que le premier roi était de rang triple S, et sa carte était censée être noire. Claude est soudainement frappé, alors que sa femme Lina apparaît soudainement. Elle se demande pourquoi il boit, et Kain se présente, disant que Claude l'a sauvé. Elle le trouve mignon, lui offrant même de l'aider s'il a d'autres problèmes, mais elle entraîne Claude, disant qu'ils doivent continuer leur quête. Kain consulte le tableau des quêtes et envoie une pour le transport de marchandises. Il pense que ce serait facile avec sa boîte d'objets, mais il décide qu'il veut une quête qui implique de vaincre des monstres. Il découvre une quête pour vaincre des gobelins, et il n'y a aucune limite au nombre qu'il peut terrasser, donc il estime que c'est la première quête idéale pour lui. Mais il tombe soudainement sur Tafana, et Gisard explique qu'ils partent s'entraîner avec les chevaliers. Tafana se demande ce qu'il prépare, et Kain lui répond qu'il est sur le point de partir pour sa toute première quête en tant qu'aventurier. Tafana décide de l'accompagner, affirmant qu'elle ne peut pas rater la première aventure de son mari, et elle confie l'exercice d'entraînement à Gaza. Kain tente de s'enfuir, mais Tafana l'attrape et l'entraîne avec elle. Ils s'enfoncent dans la forêt, et Tafana savoure ce moment passé avec lui, le tirant et se demandant où se trouvent les gobelins. Kain utilise sa compétence de recherche, détectant les gobelins plus loin devant, et ils aperçoivent un homme encerclé par des gobelins. Il se précipite rapidement vers l'homme, et Kain le soigne avec sa magie. Tafana fonce sur les gobelins, les abattant sans effort, mais d'autres gobelins surgissent. Kain utilise sa magie pour décupler sa force, et elle a l'impression qu'ils combattent comme une seule entité. Elle les abat tous sans difficulté, mais un gobelin géant fait son apparition. Mais grâce à la magie de Kain, il n'est pas de taille face à elle, et elle le coupe en deux. Elle commence à rêver de leur mariage, demandant à Kain de la complimenter, mais soudain, des lézards verts surgissent.
Kane lui dit de s'éloigner avec l'homme, lui disant de les lui laisser. Il utilise son sort de lumière pour les aveugler, puis enchaîne avec son pilier de glace. Des piliers de glace gigantesques surgissent, et l'homme se demande ce qui se passe. Mais Tafana sait que c'est juste Kane qui fait du Kane. Quelque temps plus tard, nous voyons les tuteurs de Kane enquêter sur les lézards verts, mais il ne reste qu'un immense cratère. Kane se présente à la guilde, et il se demande s'il peut remettre les lézards verts, même s'il n'a pas accepté la quête. Tia est choquée d'entendre cela, car une quête de lézard vert est généralement de rang C, et Kane révèle qu'il en a vaincu 30. Tia n'en croit pas ses oreilles, et elle se précipite chez le chef pour lui raconter ce qui s'est passé. Le chef rencontre Kane, se présentant comme Cédric, et mentionne que le maître de guilde est occupé, donc c'est lui qui gère son dossier. Il pense que Kane essaye de tricher avec le système, car il vient tout juste de s'inscrire comme aventurier, et il estime qu'il lui serait impossible de tuer un lézard vert. Kane insiste sur le fait qu'il les a vaincus, mais Cédric le prend pour un simple paysan cherchant à escroquer la guilde de l'argent de la récompense. Il décide de punir Kane en révoquant sa carte de guilde, affirmant qu'il ne tolère pas les tricheurs, mais le maître de guilde entre soudainement. Cédric explique la situation, disant qu'il est impossible que Kane ait vaincu 30 lézards verts, mais le maître de guilde rit, disant à Cédric qu'il a encore beaucoup à apprendre. Cédric n'arrive pas à croire qu'il prenne le parti de Kane, mais le maître de guilde fait entrer son invité, qui s'avère être Tafana. Elle serre Kane dans ses bras, l'appelant son mari, tandis que Tia et Cédric sont choqués d'entendre cela. Kane se demande ce qu'elle fait à la guilde, et elle explique qu'elle était là pour discuter des contre-mesures supérieures de la ville contre les gobelins et les lézards verts. Le maître de guilde mentionne que Kane est un baron et le héros qui a sauvé la princesse, mais Cédric n'y croit pas, disant qu'il n'y avait aucune mention de cela sur son formulaire d'inscription. Mais Kane dit qu'il l'a omis car il ne voulait aucun traitement de faveur. Le maître de guilde mentionne que si Kane épouse Tafana, alors il sera aussi son beau-frère, ce qui est un choc pour Kane d'apprendre qu'il est le frère de Tafana. Cédric implore le pardon, et Tafana mentionne qu'il devrait être exécuté pour avoir insulté un noble, mais Kane accepte ses excuses en le prévenant de ne pas tirer de conclusions hâtives. Kane demande s'ils prendront ses lézards verts, et le maître de guilde décide de le promouvoir au rang C. Mais Tafana dit que ce n'est pas suffisant, mentionnant qu'il est plus fort qu'elle, et qu'il a même vaincu un dragon rouge à l'âge de 10 ans. Alors le maître de guilde décide de le faire passer au rang A à la place. Bien qu'il mentionne que Kane devra soumettre des bandits, Tia et Cédric n'arrivent pas à croire qu'il soit promu au rang A en une seule journée, et le maître de guilde leur dit de s'occuper de la paperasse. Après leur départ, le maître de guilde s'excuse pour le comportement de Cédric, mais Kane lui dit de ne pas s'inquiéter. Le maître de guilde admet qu'il était inquiet en apprenant que sa sœur s'était fiancée, mais il est soulagé après l'avoir rencontrée, et il lui dit de prendre soin de sa sœur. Pendant ce temps, nous voyons les dieux l'observer, riant de tous les problèmes qu'il provoque. Il se demande si c'était une erreur de le rendre si puissant, mais Zénim dit qu'il doit devenir encore plus fort, révélant qu'un être nommé Aaron est sur le point d'être libéré de son sceau. Il a été scellé il y a 300 ans, et les dieux craignent ce qui arrivera quand il sera libre. Alors il pense que Caïn doit devenir encore plus fort, estimant qu'il doit s'entraîner avec un certain maître pour atteindre le niveau supérieur. De retour au palais, les filles demandent à étudier avec lui à nouveau, mais Tafana entre soudainement, disant qu'elle a apprécié leur rendez-vous dans la forêt et qu'ils devraient aller à la plage la prochaine fois. Alors les filles réalisent qu'il les a éconduites l'autre jour pour finalement se retrouver à un rendez-vous avec Tafana. Elles lui disent qu'il doit aussi les emmener en rendez-vous, et tout ce qu'il peut faire, c'est s'excuser auprès d'elle. Nous voyons Caïn au lit, alors que Sylvia fait irruption en s'excusant d'avoir oublié de le réveiller, et nous apprenons qu'aujourd'hui est le jour de ses examens d'entrée à l'académie. Caïn se précipite dehors tandis que Sylvia continue de s'excuser, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne sera pas en retard. Dès qu'il sort, il utilise un sort de téléportation pour se rendre à l'académie. Il s'enregistre pour l'examen et reçoit les indications pour sa salle. En s'y dirigeant, il trouve étrange de ne reconnaître personne sur la liste. Quand il arrive dans la salle, il se demande si Téléchat et Silk passeront l'examen dans une autre pièce. L'examinateur entre et leur dit qu'ils ont 2 heures pour terminer l'épreuve, les avertissant que tout tricheur sera immédiatement exclu. L'épreuve commence, et ce ne sont que des compétences de base en mathématiques et en écriture, ce que Caïn trouve facile grâce à ses connaissances de sa vie antérieure. Pendant le test, l'examinatrice le voit se détendre, mais il dit qu'il a déjà terminé, ce qui la surprend, car cela ne fait que 30 minutes. Une fois l'épreuve terminée, on leur dit qu'ils passeront à l'évaluation de la magie, ce qui excite Caïn. Ils se dirigent vers la cour, et l'examinatrice leur dit
qu'ils doivent utiliser leur sort le plus puissant sur la cible. Cain se demande s'il sera acceptable d'utiliser toute sa puissance, et l'examinatrice lui dit que la zone est protégée par une barrière défensive, il peut donc utiliser la magie qu'il souhaite. Nous voyons un garçon commencer à chanter et à créer une boule de feu, mais elle est si faible que cela surprend Cain. Une autre élève passe, et elle est tout aussi faible, ce qui fait réaliser à Cain que c'est le niveau de la plupart des enfants de 12 ans. Il avait prévu d'utiliser son sort d'enfer, mais il réalise que ce serait probablement une mauvaise idée. Quand c'est son tour, il crée une boule de feu qui devient bleue et utilise un sort de balle de feu, mais cela provoque une énorme explosion qui traverse le mur. Il y a des dégâts massifs dans la zone, et Cain est confus car il n'a utilisé qu'un sort de niveau débutant. L'examinatrice n'en croit pas ses yeux, tandis que Cain essaie de s'expliquer. L'examinatrice vérifie la zone et leur dit de passer à leur examen d'escrime. Ils se déplacent vers une autre partie de l'académie où l'examinatrice présente des aventuriers de rang A qui sont là pour les aider à les évaluer. Cain est surpris de voir Claude qui se demande ce qu'il fait, et Cain explique qu'il passe l'examen d'entrée. Claude veut être son adversaire, mais Cain essaye de refuser. Cependant, l'examinatrice dit que Claude est l'aventurier le mieux classé, donc il ne peut pas refuser. Les deux se préparent à se battre et Claude lui dit de lui montrer ce qu'il sait faire. Cain pense qu'il doit être assez fort puisqu'il est de rang A. Alors il utilise sa compétence d'amélioration et commence à attaquer. Les deux commencent à échanger des coups et les autres enfants n'arrivent pas à croire à quelle vitesse ils se déplacent. Claude est impressionné par Cain, disant qu'il est plus fort que les autres examinateurs, mais Cain lui dit de se calmer puisque ce n'est qu'un test. Mais Claude s'emballe trop, utilisant sa propre compétence d'amélioration, et ils commencent à se déplacer encore plus vite. Mais leur combat est interrompu lorsque l'examinatrice leur dit d'arrêter, disant qu'ils effraient les autres enfants. Claude pense qu'ils ont un peu exagéré et décide d'arrêter pour la journée, mais dit à Cain qu'ils devraient deux partir en quête ensemble un de ces jours, mais Cain n'est pas sûr que ce soit une bonne idée. L'examinatrice dit qu'elle en a assez vu, et dit à Cain de rentrer chez lui et d'attendre les résultats. Il rentre chez lui, et Sylvia se demande comment il s'en est sorti. Il dit que tout s'est bien passé, et Sylvia veut organiser une fête pour célébrer. Il dit qu'il est encore trop tôt pour célébrer, mais son estomac gargouille, et Sylvia se précipite pour lui préparer à manger. Au palais, Cain est interrogé par le roi sur les dégâts qu'il a causés. Il explique que l'examinatrice l'avait autorisé à utiliser sa pleine puissance grâce à une barrière. Mais même en n'utilisant que de la magie de débutant et non sa nouvelle magie de niveau empereur, cela a tout de même provoqué des dommages massifs. Le roi est surpris qu'il puisse utiliser une magie de niveau empereur, mais Cain dit qu'il n'est pas sûr de ce qui arriverait à son environnement s'il l'utilisait, demandant s'il y a un endroit où il pourrait s'entraîner, mais on lui répond absolument pas. Le roi lui demande ensuite où il a passé son examen, car Téléchat s'est plainte de ne pas l'avoir vu pendant l'épreuve. Cain mentionne qu'il s'est enregistré à l'entrée sud et a été dirigé vers sa salle. En entendant cela, le roi lui demande pourquoi l'académie a une entrée nord et sud, ce qui fait réaliser à Cain son erreur, car l'entrée nord mène là où vivent les nobles, et il a fini par passer l'examen avec tous les roturiers à la place. Le duc mentionne que cela a même causé un problème avec le directeur de l'académie. Dans un flashback, le directeur lui dit qu'il y a un souci avec les résultats. Un roturier a eu un score parfait à l'écrit, détruit la zone d'entraînement et combattu à égalité avec un aventurier de rang A, mais le duc se contente de rire en entendant cela, sachant que cela ne pouvait être que Cain, et dit au directeur de publier les résultats. À l'académie, les résultats n'y sont publiés, et Cain cherche son nom. Silk l'interpelle, lui disant qu'il est en tête de classe, tandis que Téléchat est deuxième, et elle-même est troisième. Elle le taquine à propos des dégâts qu'il a causés, et lui dit à quel point Télestia était furieuse de ne pas l'avoir vu, le rendant inquiet d'être en difficulté. Il voit soudain sa sœur, Rain, qui guide d'autres élèves. Elle se précipite vers lui, folle de joie de le voir. Elle est impressionnée qu'il soit le premier de sa classe et lui souhaite bonne chance pour son discours, disant que c'est une tradition pour l'élève ayant le meilleur score de prononcer un discours à la cérémonie d'entrée. Cain souhaite que Téléchat puisse le faire à sa place, mais Rain lui dit qu'il n'a pas le choix. Cain rentre chez lui, et Sylvia est folle de joie d'apprendre qu'il a réussi, disant qu'ils doivent d'aller célébrer et qu'elle cuisinera assez de nourriture pour nourrir 100 personnes. Elle se précipite et Cain pense qu'elle en fait trop, mais il estime que c'est une bonne occasion d'être heureux. Le jour de la cérémonie d'entrée, Cain voit que ses parents sont venus le regarder. Il est rejoint par Téléchat et Silk, les charmant instantanément, car ils le trouvent mignon dans son uniforme. Alors que la cérémonie commence, les autres élèves se demandent qui il est, jaloux
qu'il soit assis entre les deux filles. Le directeur appelle Kane pour prononcer son discours, et il se présente en mentionnant comment il a confondu son examen, mais il a hâte de devenir ami avec tout le monde, espérant qu'ils pourront tous s'entendre, et tous les élèves l'applaudissent. Le roi sort pour féliciter tous les élèves, mentionnant certains élèves irréguliers, et Kane a l'impression d'être averti par le roi. Ils arrivent à leur premier cours, et leur professeur principal se présente comme Elka. Elle leur dit de réfléchir à leur avenir, et de choisir ce qu'ils comptent étudier. Kane veut se lancer dans l'aventure, mais les filles s'y opposent. Téléchat dit que puisqu'il est déjà baron, il doit en apprendre davantage sur le fait d'être un noble. Kane est contrarié, mais Silk lui dit qu'il peut choisir plus d'un cours. Alors Kane décide d'opter pour la noblesse, l'aventure et la magie. Il demande ce qu'elles vont choisir, et Téléchat dit qu'elle choisira la noblesse et les affaires intérieures. Kane se demande pourquoi elle choisit les affaires intérieures, mais elle mentionne qu'elle veut l'aider à gérer son domaine à l'avenir. Silk opte pour la noblesse et le commerce, voulant également lui être utile à l'avenir. En quittant leur cours, Cain voit des brutes s'en prendre à une fille. Il remarque son oreille et réalise que c'est Parma de la boutique d'objets. Les brutes sont Abit et ses acolytes, qui la harcèlent pour être une bête, affirmant qu'elle n'a pas sa place dans leur classe de nobles. Mais Kane intervient, disant que nobles et roturiers sont égaux à l'école. Abit s'en moque, mais réalise vite qu'il parle à Kane, se souvenant de leur précédente rencontre. Les garçons se demandent pourquoi il prend le parti d'une roturière alors qu'il est lui-même noble. Mais Kane dit qu'il prend juste le parti de son ami. Abit menace de dire à son père de ruiner la famille de Parma, mais les filles s'approchent, forçant les garçons à s'agenouiller et à s'excuser. Ils sont forcés de s'excuser auprès de Parma et s'enfuient rapidement. Parma remercie Kane pour son aide, mais les filles s'interrogent soudain sur sa relation avec elle, faisant s'agenouiller Kane pendant qu'elles discutent avec Parma. Il s'inquiète qu'elles forment une alliance, mais il entend soudain une voix lui disant de visiter la bibliothèque. Kane décide d'y jeter un œil, mais en ouvrant la porte, elle mène à un autre espace, et il est téléporté dans une pièce où il rencontre un homme qui lui demande s'il veut du café. Kane exige de savoir qui il est, se demandant comment il peut y avoir du café dans ce monde, mais l'homme dit qu'il l'attendait, l'appelant Kazuya, son nom de sa vie antérieure. L'homme se présente comme Yuya, et Kane le reconnaît comme le premier roi. Il se souvient du livre qu'il a lu, mais se rappelle qu'il a été écrit il y a plus de 300 ans, alors il se demande s'il est un fantôme. Mais Yuya rit et lui dit de vérifier ses stats. Kane ouvre sa fenêtre de statut, choqué de voir le titre de dieu de la création. Yuya explique qu'ils sont dans un monde qu'il a créé. Il est donc un dieu, et garde son apparence même après 300 ans. Il continue en expliquant comment il a parlé avec Zenoum et comment les autres dieux voulaient qu'il l'aide avec son entraînement. Kane pense qu'il est déjà trop fort, alors Yuya lui dit de prendre un biscuit de sa main. Kane essaie, mais Yuya l'arrête facilement, disant qu'il a encore un long chemin à parcourir. Kane se demande pourquoi il doit devenir plus fort, et Yuya révèle qu'il doit combattre Eren, le dieu maléfique. Il explique qu'il y a 300 ans, Eren a poussé les gens du monde entier à se battre et à s'entretuer en utilisant un oracle semant la méfiance dans le subconscient de chacun et les forçant à se battre. Mais avec ses compagnons, ils l'ont scellé. Le sceau s'est relâché et il sera bientôt ressuscité. Kane demande pourquoi il ne peut pas le sceller à nouveau, mais Yuya explique qu'en tant que dieu, il ne peut plus interférer directement dans le monde, comme les autres divinités. Yuya mentionne également que la vie antérieure de Kane est importante, mais il se téléporte soudainement vers la mer. Yuya lui lance une épée et dit qu'il lui en dira plus s'il parvient à terminer son entraînement. Il lui donne une boussole à suivre qui, dit-il, le ramènera à la maison où ils étaient. Il dit à Kane de monter de niveau, affirmant qu'il devrait atteindre au moins 600 pour avoir une chance contre Eren. Kane pense que cela prendra une éternité puisqu'il n'est qu'autour du niveau 300, alors il s'inquiète de manquer l'école. Mais Yuya lui dit qu'une année dans ce monde équivaut à un seul jour dans l'autre monde. Yuya lui souhaite bonne chance et disparaît, et Kane réalise qu'il n'a pas d'autre choix, alors il commence à retourner à la maison. Dès qu'il entre dans la forêt, il est instantanément attaqué par une série de monstres mortels. Pendant ce temps, dans l'autre monde, Telestia et Silk rendent visite au manoir de Kane, s'interrogeant sur lui car il n'est pas allé à l'école. Sylvia s'inquiète aussi, pensant qu'il pourrait être en difficulté, mais Téléchat a confiance en lui et décide de rester et de l'attendre. Nous voyons Kane se faire attraper par une bête et être complètement épuisé,
mais il parvient à la faire exploser avec sa magie, tombant au sol. Nous apprenons qu'il a déjà passé des mois dans la forêt, et il se demande s'il reviendra un jour. Il entend soudain un cri et se lève par instinct, se traînant vers le son, et il trouve une bête blessée, gisant sur le sol. Il pense à abréger ses souffrances, mais au moment de le faire, il se souvient soudain qu'il a toujours voulu protéger quelqu'un. Alors il se force à utiliser toute la magie qu'il possède pour soigner la bête, mais cela finit par le faire s'évanouir. La bête le protège des autres monstres, et quand Kain se réveille, elle lui saute dessus et commence à le lécher. Pensant qu'elle est aussi toute seule, Kain lui demande de le rejoindre, et il finit par la nommer Haku. Avec Haku, il parvient à garder sa santé mentale, se souvenant qu'il ne peut pas abandonner quoi qu'il arrive, car il a quelque chose à protéger. Après un certain temps, il retourne enfin à la maison, et Yuya l'accueille, commentant à quel point il a grandi, et nous apprenons que 4 ans se sont écoulés. Il est également surpris de voir Haku mentionnant que c'est une bête sacrée et suggère qu'il pourrait former un contrat. Kain essaie, et Haku disparaît, mais Yuya dit qu'il peut maintenant le convoquer quand il le souhaite. Yuya continue en le présentant à son prochain professeur, Durin. Durin lui dit qu'il n'est toujours pas assez fort, car Eren est encore plus puissant que Yuya, qui est lui-même plus fort que lui. Donc Kain doit d'abord le vaincre. Kain utilise sa compétence d'amélioration, mais Durin esquive son attaque, le mettant KO d'un seul coup de poing. Quand Kain se réveille, il découvre qu'il a été recueilli par Durin, et il rencontre sa femme, Ruri. Ils ont aussi un dragon de compagnie nommé Jin, et Kain est excité de le voir, voulant être son ami, mais Haku lui saute dessus et ne semble pas aimer le dragon. Kain se joint à eux pour un repas, et il commence à pleurer, car c'est la première fois qu'il mange de la vraie nourriture en 4 ans. Pendant ce temps, nous voyons Telestia et Silk faire de la pâtisserie. Elles s'inquiètent pour Kain mais apprennent à cuisiner, voulant le rendre heureux à son retour. Kain continue de se battre avec Durin, et il se fait battre tous les jours. Après s'être entraîné pendant 1 an, Kain se fait toujours battre, et Durin se demande comment il pourra vaincre Eren. Mais Kain repense à sa conversation avec Yuya, où il explique qu'Eren était autrefois le dieu de l'amusement dans l'autre monde. Kain est choqué d'apprendre qu'il y avait autrefois 8 dieux, et Yuya lui raconte comment Eren a utilisé un oracle pour forcer tout le monde dans le monde à un jeu de la mort. Et s'il revient, le jeu de la mort se reproduira, et tous ceux que Kain connaît y seront pris. Kain utilise cela comme motivation pour continuer son entraînement. Yuya révèle également que la raison pour laquelle Eren est lié à sa vie passée est qu'Eren a tué ses parents. Nous apprenons que ses parents, Seiya et Megami, ont également été tués dans un accident de voiture et invoqués comme héros dans ce monde. Les dieux étaient incapables d'interférer directement, alors ils ont chargé les 3 de stopper Eren en leur donnant un orbe qui pouvait le sceller. Ils combattent Eren, mais il n'est pas affecté par la magie de Megami. Alors Yuya et Seiya le chargent, attaquant avec leurs épées et réussissant même à lui couper le bras, mais Eren riposte avec sa magie, ce qui finit par tuer Megami. Seiya active sa compétence ultime, chargeant Eren, mais il finit par être poignardé. Cependant, Yuya saisit cette opportunité et parvient à le sceller, mais au prix de la vie de Seiya. Alors que Kain réfléchit à la manière de sauver ceux qui lui sont chers, il réussit à maîtriser Durin et il achève enfin son entraînement, un accomplissement majeur. Kain se rend sur les tombes de ses parents et Yuya lui confie à quel point il s'inquiétait toujours pour lui. Kain remercie Yuya d'avoir veillé sur ses parents et Yuya lui présente le biscuit qu'il parvient cette fois à attraper et Yuya reconnaît ainsi sa progression et sa maturité. Yuya propose de prendre un café, mais Kain est impatient de retourner dans l'autre monde. Yuya remarque à quel point son apparence a changé, mais il utilise son pouvoir pour retrouver son aspect initial. Yuya lui dit de prendre soin de Haku, et Durin lui demande d'emmener Jin voir l'autre monde également, alors Kain scelle un contrat avec lui, sans hésitation. Kain les remercie tous les deux d'avoir pris soin de lui et se prépare à retourner dans l'autre monde. Mais Yuya lui lance une épée en lui disant de la remettre au roi, et Kain se téléporte aussitôt. Il réapparaît dans son manoir, et les jeunes filles sont folles de joie de le revoir, un moment très attendu. Il s'excuse de les avoir inquiétées, mais Télécha lui assure qu'elles avaient la certitude qu'il reviendrait, à tel point qu'elles ont même appris à faire des biscuits pour son retour. Elle lui souhaite là la bienvenue chez lui, et Kain est ravi de les avoir à ses côtés dans sa vie, une véritable bénédiction. Tandis qu'il savoure les biscuits, Kain rencontre le roi, et lui raconte comment il a rencontré Yuya dans un autre monde. Le roi a du mal à le croire, mais Kain exhibe l'épée que Yuya lui a donnée, et ils la reconnaissent instantanément, ce qui les pousse à croire son incroyable histoire. Le roi lit une lettre de Yuya, et apprend que Kain a été entraîné par lui. Kain relate son entraînement exténuant, expliquant comment il a été abandonné dans la forêt avec des monstres féroces, et comment il a été battu quotidiennement pendant 5 longues années, une épreuve terrible. Le roi est choqué, se demandant comment il a pu s'entraîner pendant 5 ans,
Mais le duc, lui, le trouve simplement amusant, comme à son habitude. Le duc mentionne que pendant son absence, la guilde le recherchait, car il n'a accompli aucune quête depuis qu'il est devenu un aventurier classé, ce qui pourrait entraîner l'annulation de son inscription, une situation délicate. Le roi s'inquiète en entendant cela, et se rend immédiatement à la guilde. Il rencontre le maître de guilde, se demandant ce qui se passe, et le maître lui explique que lorsqu'il a été promu à un certain rang, on lui a dit qu'il devrait soumettre des bandits, une tâche obligatoire. Cain mentionne qu'il a été très occupé par ses débuts à l'académie, mais le maître lui rappelle qu'il y a une limite de temps pour accomplir cette quête, sinon son inscription sera annulée. Voyant qu'il n'a pas d'autre choix, Cain l'accepte immédiatement, et le maître lui parle d'un groupe de bandits qui cause d'Otus des problèmes le long d'une route menant à la capitale, une menace sérieuse. Il mentionne qu'il y a environ 10 bandits dans le groupe, mais il pense que Cain ne devrait avoir aucun problème, puisqu'il est la personne la plus forte de toute la ville. Cain se téléporte sur la route et lance un sort de vol afin de pouvoir rechercher les bandits depuis les airs, avec une vue imprenable. Il aperçoit les bandits alors qu'ils tentent de dévaliser une calèche, alors il se précipite pour intervenir et aider. Mais il découvre rapidement que ses tutrices Nina et Mélie sont celles qui escortent la calèche, et que leur client n'est autre que le père de Parma, une coïncidence étonnante. Il remarque que Mélie est blessée, alors il la soigne rapidement grâce à sa magie. Les bandits le prennent pour un simple enfant, le méprisant ouvertement, et ils se mettent à rire. Mais Cain se prépare à leur faire payer cher d'avoir blessé Mélie. Sa détermination est sans faille. Les bandits se jettent sur lui, mais il les vainc aisément en les touchant à peine. L'un d'eux lui saute dessus, mais il envoie l'homme voler au loin. Il continue d'éliminer les autres, et il commente à quel point il est difficile de retenir sa force. Mais les filles, elles, le trouvent bien trop puissant, c'est évident. Tous les bandits sont capturés, et Mélie se demande pourquoi il est apparu si soudainement. Il explique qu'il était simplement en mission de subjugation, mais les filles sont choquées d'entendre cela, car les quêtes de subjugation ne sont destinées qu'aux aventuriers de rang C et plus, et il ne devrait avoir que tout juste enregistré son nom. C'est incroyable. Cain révèle qu'il est déjà un aventurier de rang A, et les filles n'arrivent pas à croire qu'il ait sauté directement les rangs C et B. Les bandits finissent par se paraître ramenés en ville, dans une cage, et le groupe se rend à la boutique d'objets de Tammany pour y déposer le père de Parma, en toute sécurité. Parma sort pour voir son père, et elle est ravie de revoir Cain. Elle est surprise de voir les bandits, et elle se dit que c'est leur jour de congé scolaire, mais que lui travaille toujours aussi dur, sans relâche. C'est admirable. Elle pense qu'il serait également très occupé en tant que baron. Emily est surprise par sa promotion, se demandant si elle devrait être plus formelle avec lui, mais Cain leur assure qu'il les considérera toujours comme ses maîtres, et qu'elles peuvent simplement continuer à l'appeler par son prénom, comme avant. Millie pense qu'il a tellement grandi qu'il ressemble désormais à un adulte, mais Cain s'éclipse, disant qu'il doit retourner faire son rapport à la guilde alors qu'il s'enfuit, mais les filles se lancent à sa poursuite, déterminées à le rattraper. Cain se rend pour rendre sa quête, et Tia est surprise qu'il est déjà terminé. Elle est sur le point d'aller prévenir le maître de guilde, mais quelques aventuriers commencent à harceler les deux jeunes filles, créant une situation tendue. Les filles tentent de les ignorer, et l'homme essaie d'attraper Mélie, mais il est arrêté net par Cain. Les hommes réalisent causer qui il est, se souvenant de leur précédente rencontre, et ils sont terrifiés, s'effondrant au sol, pris de panique. Claude apparaît, se demandant quelle est cette agitation, et Cain est ravi de le voir. Les voyous s'enfuient, et Claude est surpris de le voir avec Mélie, révélant qu'elle est en réalité sa sœur cadette, une information inattendue. Cain n'arrive pas à croire à cette coïncidence, et le groupe prend quelques verres ensemble. Claude se demande ce qu'ils faisaient tous les deux. Emily explique comment Cain les a sauvés et a facilement éliminé tous les bandits, mentionnant qu'il est déjà un aventurier de rang A, ce qui est impressionnant. Claude est surpris d'entendre cela, pensant que cela ne fait que quelques jours qu'il s'est inscrit, mais il se souvient comment Cain a pu le suivre lors de leur faux combat. Millie se demande comment il est devenu si fort, ce qui fait paniquer Cain car il ne peut pas leur révéler qu'il a été entraîné par les dieux, un secret bien gardé. Mais Millie se souvient comment il a vaincu un dragon rouge même enfant, alors elle pense simplement qu'il a toujours été aussi fort. Claude est impressionné, considérant les dragons rouges comme étant de rang SS, et les filles exhibent également les sacs magiques que Cain a confectionnés pour elles, des objets très utiles. Lena exige de savoir quelle est leur capacité. Emily répond qu'elle ne sait pas vraiment car elle n'a jamais réussi à le remplir, mais elle mentionne que Cain leur a dit qu'il pourrait contenir un manoir entier, et Lena devient jalouse, pensant que ce sont des objets de la classe des trésors nationaux, d'une valeur inestimable. Elle harcèle Cain pour en avoir un aussi, et il finit par lui promettre d'en fabriquer un pour elle. Alors qu'elle le remercie, elle s'endort en fait, et Claude révèle qu'elle ne supporte pas très bien l'alcool, ce qui est assez amusant à observer. Cain réalise soudain qu'il a manqué l'école pendant une semaine entière, il doit donc s'assurer de ne plus manquer aucun cours. Claude se demande pourquoi il va à l'école alors qu'il est déjà baron, mais Cain répond qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il ignore et qu'il souhaite apprendre. Nina pense que c'est un bon garçon, lui offrant une étreinte, mais Cain s'enfuit rapidement. À ce moment-là, Tia apparaît, mentionnant que l'aventurier qui devait enseigner à l'académie a été blessé, et Claude s'y intéresse, désireux d'aider Cain, en lui offrant une opportunité. Le lendemain à l'académie, Cain assiste à son cours de magie,
où les élèves s'entraînent à lancer leur sort sur des cibles. Caïn est excité, avec désireux une grande grande concentration qu'il a appris et de lui. application. Mais le professeur l'interpelle, lui disant qu'il n'est pas autorisé à utiliser de sorts d'attaque. Car même lorsqu'il a utilisé de la magie de débutant la dernière fois, il a fini par détruire la barrière de l'académie, causant de gros dégâts. Caïn n'arrive pas à y croire, et ses amis l'observent, pensant qu'il ne s'intègre pas au reste de sa classe, alors ils élaborent un plan pour lui donner un coup de main. Dans le cours d'aventure de Caïn, le professeur lui annonce que leur instructeur a été blessé, alors il présente Claude et les autres comme instructeurs invités pour le cours. Une aide précieuse. Les étudiants reconnaissent quoi soit Claude et Lina, et Claude commence par demander à tous les élèves de sortir leur carte de guilde. Nous voyons que tous les étudiants possèdent des cartes de bronze, puisqu'ils sont tous nouvellement inscrits, ce qui est tout à fait normal. Claude veut que Caïn exhibe sa carte d'or, mais Caïn pense que c'est une mauvaise idée. Estimant que cela ne ferait que l'isoler davantage des autres étudiants, alors il prétend avoir oublié sa carte, avec une certaine ruse. Le cours se déplace à l'extérieur et Claude commence à entraîner les étudiants un par un. Caïn est excité, pensant qu'il pourra enfin montrer ce dont il est capable, mais Claude continue de combattre les autres étudiants à sa place, sans lui donner sa chance. Caïn est ignoré et isolé, mais tout cela fait partie du plan de Claude. Ils veulent d'abord montrer à quel point ils sont forts aux autres étudiants. Et quand Caïn sera capable de rivaliser avec lui, les autres étudiants seront impressionnés par sa force et il deviendra le héros de la classe, un véritable modèle. Caïn devient anxieux en attendant, mais un autre étudiant lui dit de se mettre en ligne. Claude bat tous les autres étudiants et Caïn est le dernier à passer. Ils commencent à se battre, mais la cloche sonne et leur professeur leur dit que le temps est écoulé, mettant fin à l'exercice. Caïn est déçu de ne pas avoir pu se battre, mais Claude s'excuse d'avoir mal géré le temps. Claude promet de le combattre la prochaine fois, mais le professeur de Caïn mentionne que l'école n'a pas le budget pour inviter Claude à nouveau, car une grande partie de leur argent a été dépensée pour réparer le mur et la barrière qu'il a détruit. Une situation regrettable. Tous les étudiants les remercient Caïn pour l'entraînement, mais Caïn est dévasté de ne pas avoir eu son tour. La nuit, Caïn est furieux en pensant à Claude et il se déchaîne à travers la forêt, libérant toute sa frustration et sa puissance. Il tombe sur un dragon, mais il l'élimine facilement d'un seul coup et il fait pleuvoir du feu sur la forêt, provoquant une énorme explosion et les gardes signalent qu'ils doivent être attaqués par le prince des ténèbres, une menace terrifiante. Il sonne l'alarme et nous voyons Garm se précipiter pour enquêter. Caïn se calme après avoir évacué sa frustration et il se téléporte chez lui, laissant derrière lui son mouchoir. Et quand son père arrive, il ne trouve qu'un énorme trou et il est choqué en voyant le mouchoir, un indice troublant. Le lendemain, Caïn est convoqué par le roi qui lui raconte ce que son père a découvert. Il suggère que c'est l'œuvre du prince des ténèbres, pensant qu'ils doivent contacter d'autres pays pour se préparer à une éventuelle attaque, une situation grave. Mais Caïn avoue tout, admettant que c'était lui. Le roi le réprimande, et quand il rentre chez lui, son père le sermonne également. Pendant ce temps, dans une caverne lointaine, nous voyons un fragment d'Eren être ramassé par un gobelin, puis avalé par un dragon, un événement inquiétant. Le dragon devient possédé, et Eren en prend le contrôle, réalisant que le sceau qui le retenait s'est affaibli et qu'il a retrouvé une partie de son pouvoir, jurant de se venger des autres dieux. À l'académie, la classe de Caïn apprend la magie d'invocation, une discipline complexe. Le professeur l'interpelle, et il pense qu'on lui dit d'étudier seul. Mais elle lui explique que puisqu'il ne pratique pas la magie d'attaque, il est autorisé à participer. Caïn est excité, et leur professeur présente leur instructeur, Grat, un mage du palais, très expérimenté. Grat explique qu'il existe deux types de magie d'invocation. Le premier consiste à établir un lien avec un monstre, et à former un contrat avec lui, et la seconde manière est d'invoquer un monstre à partir d'un cercle magique, une méthode différente et puissante. Grat leur dit qu'ils vont pratiquer l'invocation par cercle magique, et il leur distribue des talismans. Les étudiants commencent à invoquer toutes sortes de créatures différentes, essayant de former des contrats avec elles, avec plus ou moins de succès. Un étudiant parvient à invoquer une bête géante, mais elle refuse de former un contrat et disparaît. Grat explique qu'il n'avait pas assez de pouvoir magique pour soumettre le monstre, mais il félicite le garçon d'avoir pu invoquer un tel monstre en premier lieu, ce qui est déjà un exploit. Une fois tous les autres étudiants terminés, Grat dit à Caïn que c'est son tour. Caïn se prépare à mettre toute sa magie dans le cercle, mais il s'inquiète d'invoquer un monstre fou, comme il l'a fait lorsqu'il était jeune, une expérience traumatisante. Cependant, Grat lui dit de ne pas s'inquiéter, affirmant que le monstre disparaîtra simplement s'il ne peut pas former de contrat. Alors il dit à Caïn de donner tout ce qu'il a. Caïn est excité, mettant toute sa magie dans le cercle, mais Grat commence à paniquer car il y a tout simplement trop de magie, et même Caïn est soufflé par la puissance, une force incroyable. Un démon apparaît, et il se demande comment un humain a réussi à l'invoquer, lui, le prince des ténèbres. Caïn panique en entendant cela et lance rapidement un sort d'éclair pour aveugler tous les autres. Caïn se demande si le démon est un allié d'Eren, et le démon le méprise, le considérant comme un simple humain, sans grande valeur. Il utilise sa capacité pour vérifier le statut de Caïn, et il commence à s'approcher de lui.
Caïn se prépare au combat, mais il se soumet immédiatement après avoir vu à quel point il est fort et propose de devenir son subordonné. Un revirement inattendu. Caïn est surpris, et le démon dit qu'il est heureux de former un contrat avec lui, affirmant qu'il ferait n'importe quoi pour lui, même si cela impliquait de détruire une nation entière. Mais Caïn répond qu'il ne demanderait jamais une chose pareille, une telle atrocité. Le démon se présente comme Seth, le prince des ténèbres, et il dit à Caïn qu'il peut l'invoquer quand il le souhaite. Le démon disparaît, et Grath demande des informations sur le démon qui est apparu, avec une certaine curiosité. Mais Caïn prétend qu'il n'a pas pu former de contrat avec lui, et qu'il a simplement disparu. Grath croit son histoire, et Caïn est soulagé d'avoir réussi à dissimuler la vérité, mais Grath finit par rapporter l'incident au roi, ce qui pourrait avoir des conséquences. Le roi interroge Caïn, et il est contraint d'admettre qu'il a invoqué le prince des ténèbres, ce qui les fait tous paniquer, car s'il décidait de se déchaîner, il pourrait détruire la capitale en un clin d'œil, sans la moindre difficulté. Caïn s'excuse, disant qu'il n'a fait que mettre sa magie dans le cercle. Grath se demande quelle quantité de magie il possède pour pouvoir invoquer le prince des ténèbres, et le roi pense que cela doit être dû à l'entraînement qu'il a reçu du premier roi, une formation exceptionnelle. Il demande à voir le statut de Cain, et il avertit Grath de ne rien dire de ce qu'il verra. Cain ouvre sa fenêtre de statut, et ils sont choqués de voir qu'il possède désormais le titre de demi-dieu, et que son statut est devenu incommensurable, d'une puissance inimaginable. Le roi se demande ce qui se passe, et Grath s'incline devant lui, l'appelant un dieu. Le duc pense qu'il devrait commencer à l'appeler maître, et le roi s'inquiète qu'il ait le pouvoir de détruire le monde entier, une perspective terrifiante. Mais Cain affirme n'avoir aucune intention de faire quoi que ce soit de tel, leur disant de le traiter comme il le ferait normalement. Le roi décide de le promouvoir vicomte, lui offrant une ville entière, et décide d'annoncer publiquement ses fiançailles avec la princesse, un grand honneur. De retour chez lui, Sylvia le félicite pour sa promotion, se demandant quelle région lui sera attribuée, et il mentionne que ce devrait être une ville près de la capitale. Sylvia pense qu'il devrait célébrer, mais Colin apporte soudain la nouvelle que son frère a été témoin d'un déchaînement de monstres dans la forêt, une situation alarmante. Cain retourne immédiatement à Gracia et visite sa maison familiale, où il rencontre son frère. Son frère lui dit qu'il y a eu une augmentation considérable du nombre d'aventuriers attaqués dans la forêt au cours des derniers mois, une tendance très préoccupante. Il a donc envoyé des aventuriers de haut rang pour enquêter, et ils ont rapporté que le nombre de monstres dans la forêt a augmenté et qu'ils sont devenus sauvages. Son frère mentionne un incident de déchaînement d'il y a quelques décennies où des monstres sont soudainement devenus féroces et ont attaqué la ville, une histoire effrayante. En examinant les registres, le comportement actuel des monstres est assez similaire. Ils pensent donc que cela pourrait être un autre déchaînement, mais comme ils n'ont pas de preuves concrètes, ils ne peuvent pas envoyer tous leurs hommes à grande échelle, ce qui est un problème. Cain décide d'aller enquêter dans la forêt, mais son frère s'inquiète pour lui, pensant qu'il est encore jeune, mais Cain exhibe sa carte d'or, lui disant de ne pas s'inquiéter et lui rappelant comment il a vaincu un dragon rouge par le passé, une preuve de sa force. Alors son frère le remercie pour son aide précieuse, Cain se dirige vers la guilde des aventuriers, et la commis le regarde de haut, le considérant comme un simple enfant, mais elle est choquée lorsqu'elle voit sa carte d'or, un signe de son statut élevé. Et une autre commis, nommée Rudy, demande à Cain de pardonner la jeune fille, car elle est nouvelle. Elle se demande ce qu'il cherche, et Cain veut en savoir plus sur la forêt. Rudy explique que les monstres sont devenus de plus en plus sauvages, et qu'il y a davantage de signes que cela pourrait être un déchaînement, une situation très grave. À ce moment-là, Millie et Nina arrivent à la guilde, et Cain se demande ce qu'elles font là. Elle mentionne que la guilde a lancé un appel aux aventuriers de rang supérieur, et que les monstres de la forêt étaient trop coriaces pour elles deux seules, alors elle prévoyait de retrouver Claude et Lina pour former une équipe plus forte. Rudy se demande ce que Cain compte faire, et il répond qu'il veut d'abord explorer la forêt. Rudy pense que c'est trop dangereux pour lui d'y aller seul, et comme il est un noble, si quelque chose lui arrivait, cela causerait de sérieux problèmes à la guilde, une responsabilité énorme. Cain pense qu'il devrait être assez fort, mais Rudy lui suggère de trouver quelqu'un pour l'accompagner. Cain a une idée, et il invoque Aku et Jin pour l'escorter. Il lui saute instantanément dessus, mais il remarque vite que quelque chose ne va pas, une étrange sensation. Cain utilise sa compétence de recherche, et alors qu'il traverse la forêt en courant, il a le sentiment d'être observé. Il vainc un certain nombre de monstres, mais cette étrange sensation ne disparaît pas, persistant de manière inquiétante. Alors il invoque Seth qui se demande qui le dérange, mais quand il voit Cain, il se met rapidement à genoux. Cain lui parle de l'étrange sensation qu'il ressent et dit à Seth de l'aider à enquêter dans la forêt pour découvrir la vérité. Seth perçoit une présence écrasante à proximité et remarque que les monstres essaient également de l'atteindre. Cain veut en savoir plus, alors Seth invoque son serviteur, Dalmatia, pour obtenir des informations supplémentaires. Dalmatia est surpris de voir Cain, et Seth explique qu'il est leur nouveau maître, l'appelant le dieu qui conquérera le monde, et Dalmatia l'adore. Mais Cain se plaint, disant qu'il n'est pas un dieu et qu'il ne souhaite pas être traité ainsi. Seth explique que Dalmatia est un expert en investigation
et Dalmatia utilise sa compétence spéciale qui invoque des créatures qu'il répand à travers la forêt. Les monstres commencent à devenir fous, et Cain les élimine, ce qui étonne Dalmatia par sa force incroyable et sa rapidité. Cain élimine facilement tous les monstres, et il décide de laisser les deux faire l'enquête pendant qu'il retourne à la guilde. Ses amis sont choqués de voir tous les monstres de rang S, et ils sont rejoints par Claude et Lena. Une situation inattendue. Ils se demandent d'où venaient les monstres, et Cain répond qu'ils venaient de la forêt. Il s'inquiète en entendant cela, et Cain pense qu'il y a des monstres encore plus forts, plus profondément dans la forêt. Pendant ce temps, Dalmatia apprend qu'il y a quelque chose qui essaie de les intimider, les avertissant de ne pas s'approcher, mais Seth y voit un défi, une opportunité à saisir. Nous voyons Aaron alors qu'il s'en leur approche, et les deux trouvent une énorme horde de monstres qui attendent dans la forêt. Aaron décide qu'il est temps de commencer son jeu, et il envoie tous les monstres à l'attaque, sans la moindre hésitation. Seth se téléporte rapidement pour avertir Cain, et le sol tremble. Les gardes sonnent l'alarme, et Seth informe Cain que le déchaînement a commencé. Cain dit à Rudy d'informer son frère, et il dit à Claude d'organiser les aventuriers pour défendre la ville, une tâche urgente et cruciale. Il prévoit de retourner dans la forêt, mais Rudy lui dit que c'est trop dangereux. Cain leur dit de ne pas s'inquiéter car il a des amis qui sont assez forts, et Seth est touché d'être appelé un ami, une marque de confiance inattendue, et ils commencent à partir. Mais Tafana arrive soudainement, le serrant dans ses bras, et elle explique que son père a émis un ordre d'urgence. Tafana veut le suivre dans la forêt, mais Cain lui dit d'aider à défendre sa ville natale, une mission tout aussi importante. Elle lui dit de lui laisser faire, et Cain s'enfuit rapidement avec Seth. Nous voyons Dalmatia se battre contre les monstres, et il semble s'amuser beaucoup. Un dragon apparaît derrière lui, mais Seth l'élimine, et Cain lance un sort d'inferno sur les monstres, avec une puissance dévastatrice. Ils tournent leur attention vers la source, et se préparent à affronter Aaron, qui semble les attendre. Seth lui dit d'aller de l'avant pendant qu'il essaiera de gérer les monstres. Cain se demande s'il ira bien, et Seth dit qu'il invoquera ses subordonnés pour l'aider, mais il prévient qu'il pourrait détruire une partie de la forêt, ce qui est un risque. Cain lui dit de ne pas en faire trop, mais Seth répond qu'il devrait plutôt s'inquiéter pour lui-même, et Cain continue son chemin. Pendant ce temps, en ville, Tafana organise les défenses, et Nina détecte d'innombrables monstres qui approchent, une menace grandissante. Millie décide de se diriger vers la forêt, disant que peu importe la force de Cain, il pourrait quand même avoir besoin de leur aide. Nina accepte de l'accompagner, et Claude et Lina pensent pas qu'ils ne peuvent alors pas les laisser partir seuls, alors ils partent tous ensemble pour le soutenir. Seth convoque ses subordonnés, ses 4 généraux démons, et ils se demandent ce qui se passe. Ils comprennent la situation, et Seth mentionne qu'il aide un ami. Ils se demandent qui aurait pu faire une telle requête, et Dalmania leur révèle que Seth a un nouveau maître. Ils sont choqués d'apprendre que Seth a passé un contrat, se demandant qui cela pouvait bien être, et Dalmania leur parle de Caïn, le qualifiant de demi-dieu et d'élu de Dieu. Ils n'en croient pas leurs oreilles, mais Seth leur ordonne à tous d'aider à maîtriser la situation avec les monstres. Pendant ce temps, nous voyons Caïn tenter d'éliminer autant de monstres que possible, mais ils sont tout simplement trop nombreux. Il est soudainement attaqué par une flamme, mais Caïn parvient à la contrer avec son propre sortilège. Un dragon noir se révèle, et Caïn le reconnaît, c'est Eren. Eren est déçu de ne pas avoir pu ressusciter à pleine puissance, mais il invoque davantage de monstres pour attaquer la ville. Caïn lui dit d'arrêter, mais Eren appelle cela un jeu, voulant voir si les humains seront dévorés par les monstres. Nous voyons les amis de Caïn dans la forêt, et ils aperçoivent les généraux démons combattre les monstres. Ils se demandent qui ils peuvent bien être, mais ils réalisent de vite qu'ils doivent être des amis de Caïn. Les démons ne parviennent pas à tous les retenir, et Seth leur dit qu'ils devront compter sur les humains. Pendant ce temps, Aaron reconnaît les yeux de Caïn, pensant qu'ils ressemblent à ceux qui l'ont scellé, et Caïn comprend qu'il parle de ses parents. Aaron lui crache du feu, mais il parvient à l'éviter et à riposter avec son sortilège d'enfer. Son attaque touche, mais Eren lui dit qu'une attaque aussi faible ne fonctionnera pas sur lui. Caïn pense qu'il devra utiliser un sort plus puissant, mais Eren l'attaque avant qu'il n'en ait l'occasion. Eren le poursuit, et Caïn invoque Aku et Jin pour l'aider. Ils parviennent à faire tomber Eren, mais Aku est frappé par sa queue, et Eren concentre son souffle sur lui. Pendant ce temps, les amis de Caïn combattent les monstres, mais ils finissent par se fatiguer et commencent à être submergés. Claude lutte contre une bête énorme, mais elle est soudainement vaincue, alors que Tafana et ses chevaliers arrivent pour les aider. Aku est touché par le souffle d'Eren, mais Jin s'interpose pour protéger son ami. Eren continue de les bombarder, mais Caïn commence à les protéger. Aaron le trouve agaçant, mais Caïn pense à tous ceux qu'il veut protéger, et il active la compétence ultime de son père, et Aaron la reconnaît comme de la magie de niveau empereur. Caïn lance son attaque, et Aaron s'affronte à lui.
Un immense faisceau de lumière est visible de loin par tous, et Caïn se donne à fond, voulant protéger tout le monde. Mais Aku et Jin le mordent, soudainement, et Caïn se demande ce qu'ils font. Seth et Dalmatia apparaissent, lui disant qu'il a dépassé les bornes, et nous voyons qu'il ne reste plus rien d'Aaron, et le combat est déjà terminé. Caïn réalise que l'assaut est fini, et ils lui disent au calice que tous les monstres se sont retirés dans la forêt, donc la ville est en sécurité. Caïn célèbre avec ses amis, mais nous voyons qu'il est réprimandé par le roi. Le roi l'interroge sur le faisceau de lumière, disant qu'il était visible à travers tout le royaume, et les gens ont commencé à penser que c'était l'avènement de Dieu. Caïn dit qu'il a dû utiliser sa magie de niveau empereur contre Aaron, mais le roi lui rappelle qu'il ne peut pas simplement utiliser une magie aussi dévastatrice. Ils finissent par organiser une cérémonie pour Caïn, où Caïn est promu vicomte, et il reçoit le domaine de Dorenthal. Cependant, après la cérémonie, Tétana révèle que Dorenthal est un domaine problématique que tous les nobles précédents en charge n'ont pas réussi à contrôler parce que leur guilde d'aventuriers a beaucoup trop de pouvoir. Téléchat veut protester auprès de son père, mais Caïn pense que tout ira bien et il trouve que ce sera passionnant de construire une nouvelle ville. Il pense par là qu'il fera un excellent travail, mais il lui rappelle Seth tous de ne pas en faire trop. Ils partent pour Dorenthal, mais il semble que Caïn ait causé tout un remue-ménage, car un garde rapporte ses frasques au roi. Il semble que Caïn se soit immédiatement rendu à la guilde des aventuriers, où les aventuriers ont tenté de lui faire un accueil, mais il les a facilement tous écrasés. Après cela, à la taverne, il voit des hommes frapper la serveuse, alors il les a aussi mis à la porte, mais le garde a fini par l'arrêter. Le roi n'en croit pas ses oreilles, mais le duc trouve tout cela très amusant. Le roi raconte à Télestra et Silk tout sur Dorenthal, mais Seth apparaît soudainement, implorant son aide. Seth explique qu'il a été mis à la porte par sa femme parce qu'il avait été surpris en train de la tromper, mais sa femme apparaît soudainement. Elle rend ses respects à Caïn, mais elle se demande ce qu'il pense des actions de Seth. Caïn pense qu'il a tort de tricher, surtout qu'il a déjà une si belle épouse et le démon est flatté. Seth avertit Caïn que les femmes changent après le mariage, mais Telestia et Silk le réprimandent toutes les deux. Le roi continue de recevoir le rapport sur Caïn et il semble qu'il ait même éliminé la guilde des ténèbres. Le garde dit au roi que Caïn est allé encore plus loin, disant qu'il a construit un mur, et nous voyons qu'il a en fait construit un château entier. Téléchat pense que c'est même plus grand que le palais, imaginant ce que son père ressentirait, et ils lui disent qu'il a encore une fois dépassé les bornes. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine fois.